Comme ça. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. On est ensemble pour 1h10, on va évoquer la question de la concentration des entreprises et derrière cette question se pose une question, vous allez voir, qui est absolument centrale. Centrale dans tous les domaines, jusqu'aux montées du populisme que nous connaissons et au ressenti, pas toujours, qui quelquefois est validé, mais au ressenti vis-à-vis de la question des inégalités. La question c'est la concentration des entreprises est-elle la solution? Et derrière, ce sont toutes les doctrines de la concurrence avec au milieu une organisation qui est de plus en plus à la peine, qui s'appelle l'Organisation mondiale du commerce. Je vais donner dans un instant la parole à Bertrand Jacquillat, qui va ouvrir cette session sur un format 5 minutes. Il est cofondateur d'Associés en Finance, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Il a signé de nombreux ouvrages, dont un, que sais-je, sur les 100 mots de la finance. Isabelle De Silva, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'autorité de la concurrence depuis octobre 2016. L'autorité de la concurrence est une autorité administrative, indépendante, qui n'est pas réellement une juridiction, mais qui possède tout de même un pouvoir de sanction, et c'est très important. Elle a vu le jour en 1953. À l'époque, elle avait un nom que l'on ne commentera pas, la Commission technique des ententes, tout est dit. Et son nom actuel remonte à la LME, la loi de modernisation de l'économie en 2008. Aujourd'hui, elle vit avec un budget d'à peu près 20 millions d'euros tous les ans. Paul Alibert est directeur général de l'Institut de l'entreprise depuis mai 2017. Il a passé une partie de sa vie chez Allianz. C'est un institut qui est présidé aujourd'hui par Antoine Frérot, l'actuel patron de Veolia, et qui a vu le jour en 1975. C'est un lieu de débat, véritablement, une communauté de 130 entreprises qui cherchent à valoriser l'entreprise au cœur de la société. Et donc, pour ça, elle propose des séminaires, des formations, notamment vis-à-vis des enseignants de sciences économiques et sociales. Didier Kling est président de la CCI Paris-Île-de-France, la Chambre de commerce, qui représente les intérêts des entreprises, notamment auprès des pouvoirs publics. La CCI a des actions de lobbying, et le mot lobbying n'est pas un gros mot, contrairement à ce que certains croient. Elle accompagne les entreprises dans leur développement, elle forme des jeunes d'ailleurs au sein d'une vingtaine d'écoles qui lui sont rattachées, notamment les Subdeco, vous avez probablement entendu parler de ces écoles, et elle agit sur l'attractivité de Paris Région Île-de-France de manière très efficace. Et enfin, Bernard Spitz, président de la FF1, la Fédération française de l'assurance, qui a vu le jour en juillet 2016, qui est le fruit du mariage entre les assureurs d'un côté et les mutuelles de l'autre, qui aujourd'hui fédère à peu près 280 sociétés. Et Bernard est également président de la Commission internationale et Europe du MEDEF. On commence avec vous, avec toi, Bertrand. Oui, merci, bonjour. Les grands esprits se rencontrent, à savoir que le cercle des économistes a eu la même idée de consacrer ces rencontres renouées avec la confiance que le magazine The Economist, qui, en novembre 2018, il y a un peu moins d'un an, publiait dans son hebdomadaire un cahier spécial, comme elle le fait une fois par mois, qui s'appelait Trust Busting, la destruction de la confiance. Et en fait, en sous-titre, ça c'était le titre accrocheur, mais les 15 pages du rapport étaient consacrées à la competition, à la concurrence. Et je voudrais démarrer cette table ronde en vous lisant ce que disait le correspondant, l'auteur de le coordinateur de ce cahier, qui disait que, je vais vous le traduire, l'adapter à un jour assez clair de l'année, de cette année, c'est-à-dire en novembre. Votre correspondant allait se rendre de New York à l'université de Chicago, qui tenait une conférence sur les dangers pour la prospérité des monopoles, posés par les monopoles. Et il continuait, le voyage a commencé par une sonnerie d'alarme fait réveiller par un portable qui était de marque Apple, qui détient 62% de part de marché aux États-Unis. Ensuite, avec un voyage en taxi pour aller jusqu'à l'aéroport avec Uber, qui détient 30% du marché de New York. Ensuite, que je payais avec une carte de crédit. Et les trois sociétés qui délivrent ces cartes de crédit, American Express, Mastercard et Visa, contrôlent 95% du marché de ces cartes de crédit. Et au terminal, je prenais un petit déjeuner dans une énorme chaîne de fast-food avec mes emails qui étaient envoyés à travers le Google, qui détient 60% de part de marché. Et il continuait comme ça,
en disant que tout ça était assez dangereux et que s'il avait acheté, vous aviez acheté, nous avions acheté un portefeuille des actions qu'il citait dans ce que je viens de dire, plus quelques autres que je n'ai pas cités, eh bien, ce portefeuille aurait fait une performance au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire de 2008 ou 2008 à 2017, de 484% au-dessus du marché global, au-dessus du marché des actions, et que collectivement, ces sociétés qui représentaient 17% en termes de nombre d'actions de toute la cote américaine étaient détenues par 3 grands fonds de gestion passive, BlackRock, Vanguard et State Street. Donc vous voyez que j'ai cité que quelques noms, il ne citait que quelques noms, mais vous connaissez la fameuse phrase de Warren Buffett qui a traduit ce qu'il dit sur les paquets de cigarettes, le tabac nuit à la santé, par la concurrence, la compétition nuit à la fortune. Et donc qui a toujours déclaré que son objectif c'était d'investir dans des monopoles privés. Et d'ailleurs, il a investi, donc il n'y a pas que les secteurs des GAFA qui présentent un danger monopolistique, mais il y a aussi, bien entendu, les chemins de fer, les compagnies aériennes. Il y a 4 compagnies aériennes aux États-Unis qui sont toutes régionales et qui ont un monopole régional sur les lignes américaines, etc., etc. Bon. Ou la bière même. Il y a 2 grands, maintenant, producteurs mondiaux de bière. Donc il y a une formidable concentration des entreprises et effectivement, qui est allée concomitamment avec le ressenti ou la réalité d'un accroissement des inégalités. Et les deux coïncident à peu près. C'est-à-dire que autrefois, dans les années 30-40, il y avait au département de la justice américain qui s'occupe de l'antitrust 350 magistrats et policiers. Il n'y a plus que 3 aujourd'hui. Autrement dit, il n'y a plus d'autorité de la concurrence américaine efficace. Et donc, ceci explique ces concentrations. Ceci explique ces concentrations qui sont allées de pair avec les inégalités, et ces concentrations tuent la concurrence. Et je terminerai, Nicolas, en disant que l'outil ultime d'une politique de confiance est en fait la généralisation de la concurrence. La généralisation de la concurrence. Merci infiniment, Bertrand Jacquia. Alors, l'actualité récente avec l'histoire d'Alstom Siemens est exactement à l'ordre du jour de ce que nous allons nous raconter. Et je vais commencer avec vous, Didier Kling, là-dessus. Est-ce que la doctrine européenne de la concurrence aujourd'hui doit changer? Est-ce que véritablement elle est un obstacle à la naissance? Parce qu'il y a un truc extraordinaire. Les Américains se demandent s'ils vont démanteler certaines boîtes et nous, on rêverait de les créer. Donc on est quand même dans un monde un petit peu déséquilibré. Est-ce qu'aujourd'hui, cette doctrine de la concurrence doit évoluer? Tout récemment, Jean-Pierre Clamadieu, le patron d'Engie, nous a dit on a l'impression que la Commission fait tout ce qu'il faut pour aller chercher des acteurs étrangers à l'Union européenne. Et également, Bruno Le Maire avait parlé après Alstom Siemens d'erreurs politiques et d'échecs européens. Quelle est votre opinion vis-à-vis de ça? Ouais, c'est très et simple. vous n'hésitez pas tous à prendre la parole. Hein. Nécessairement, j'ai un point de vue très légèrement différent de celui de l'estimé professeur d'économie qui vient d'intervenir, Bertrand. Pourquoi? Je représente les entreprises. Toute entreprise normalement constituée va chercher précisément à éviter la concurrence. Il y a plusieurs solutions pour y parvenir. Je peux me placer dans une politique de niche. Il n'y aura personne, je serai tout seul. Je peux faire de l'innovation technologique et essayer d'avoir toujours un coup d'avance sur les autres. Ou je peux racheter tous les concurrents de manière à précisément éviter cette concurrence. La question qui se pose, c'est est-ce que la concurrence, c'est bon pour qui à propos? Quel est l'objectif de la concurrence? C'est l'entreprise, c'est le consommateur, c'est la défense de l'État. C'est essentiel la question que vous posez. Est-ce qu'on est là pour défendre le consommateur ou défendre un tissu productif? productif? Qu'est-ce qu'on recherche au travers de la concurrence? Ce que j'observe sur les décisions qui étaient prises au niveau européen tout récemment. D'abord, c'est une décision sur l'affaire Alstom, c'est une décision évidemment importante qui touche de grandes entreprises. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Il y en a beaucoup, une très large majorité, 95%, qui disent qu'il n'y a pas de problème. Il y a 5% sur lesquels il y a des difficultés. La concentration n'est pas nécessairement mauvaise en soi. Exemple, la Chambre de commerce, nous sommes aussi un opérateur dans quelques activités, notamment les salons et congrès. Il y a quelques années, nous avons réalisé une opération de concentration avec un concurrent qui s'appelle toujours Unibail, maintenant Unibail Rodamco Westfield. Et dans cette opération de concurrence, l'autorité française de la concurrence nous a dit « Attendez, ça pose peut-être problème,
parce que vous êtes les seuls opérateurs d'un certain niveau sur le plan francilien, et donc vous êtes les seuls opérateurs d'un certain niveau sur le plan national. On dit, mais attendez, c'est vrai, mais on a des concurrents ailleurs, à Milan, en Catalogne, à Barcelone, à Madrid, bref, nous, on est dans un marché beaucoup plus ouvert. Et la réponse qui était apportée à cette occasion était une réponse très pragmatique, qui était de dire, au cas particulier, on considère que, c'était votre prédécesseur, c'est une concentration vertueuse, parce qu'elle permet effectivement d'avoir des synergies importantes, et elle nous permet d'avoir un vrai champion face à des concurrents, au cas particulier, européens. Simplement, je pose des conditions. Et les conditions qui étaient posées, qui sont assez légitimes, c'est de dire, comme on est à la fois organisateur de salons et congrès et en même temps exploitant de sites, il faut que vous m'assuriez tous les ans, il y a un contrôle tous les ans, que les conditions financières que vous accordez à vos concurrents dans l'autre activité organisation de congrès-salons sont parfaitement identiques, que vous respectez la règle du jeu. Et ceci est vérifié et parfait. Donc la question qui se pose, ça peut être bon, la concentration. Ici, on est à un autre niveau sur l'opération, la dernière décision qui a été prise sur le plan européen. La question c'est, attendez, il ne faut pas rester dans l'orbite européenne, dans le territoire européen. Il y a des concurrents ailleurs sur la planète, au cas particulier notamment asiatique. Si vous ne donnez pas les moyens d'eux, on n'y arrivera pas. Et donc la décision qui a été prise, elle pose problème, et elle pose à mon avis deux natures de problème. Le premier problème, c'est que les autorités de la concurrence européenne, l'autorité de la concurrence européenne, se place à un niveau très factuel. À un jour donné, au moment où je statue, je constate que, or, un industriel... C'est la clé. C'est la clé, ce que vous dites là. Il regarde quel va être le marché, quel va être ses concurrents dans 5 ou 10 ans. Exactement. Le temps qui s'organise. Exactement. Donc on ne parle pas le même langage. Mais je comprends que l'autorité européenne de la concurrence dise « mais aujourd'hui, il n'y a pas de danger immédiat ». Et le reste, c'est de la spéculation. Donc entre la stratégie de l'entreprise qui se place nécessairement sur le moyen long terme et la décision qui a été prise à un instant donné, on a nécessairement une incompréhension. La deuxième réflexion pour moi, c'est de dire, derrière la politique de la concurrence, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut avoir une vraie politique industrielle ? Je constate que nos concurrents, au cas particulier asiatique, mais c'est vrai aussi de l'autre côté de l'Atlantique, il y a une politique industrielle derrière, au service du développement économique. Si on regarde juste la politique de la concurrence sans aller au-delà, oui, il y aura un manque et une frustration, et on va démanteler. Si par contre on dit non, il faut avoir une politique industrielle, et on le voit bien dans certains sujets, la politique industrielle qui revient un peu au goût du jour, c'est pas nécessairement aussi mauvais que ça. Il faut que chacun reste dans sa place et ses responsabilités, mais c'est pas nouveau, on en parlera peut-être. L'Europe des batteries, on peut en parler, mais en tout cas c'est clairement une politique industrielle. Airbus, c'est clairement une politique industrielle. Donc s'il y a une vraie politique industrielle, on peut accepter qu'il y a des concentrations à l'intérieur de l'espace européen, dès lors que ça nous donne des armes pour mieux nous battre contre des concurrents américains ou asiatiques. D'ailleurs, les GAFA, ou les excellents exemples que citait Bertrand à l'instant, la question pour moi, c'est est-ce que ces entreprises auraient pu exister et se développer sur le territoire européen ? J'en suis pas convaincu. Et on se pose également la question de savoir si Airbus aurait existé si l'entreprise était née après la directive des années 90 sur la doctrine actuelle européenne de la concurrence. Isabelle de Silva, votre avis sera tout à fait précieux. Je fais d'abord réagir Bernard Spitz, mon voisin, et après je vous donne la parole. Oui, Didier dit les entreprises, elles ont une vision de long terme et la Commission, elle a une vision de court terme. Je veux dire, on pourrait inverser les choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des visions de court terme, notamment sur le plan des résultats financiers, et normalement, dans un monde parfait, on pourrait s'attendre à ce que la Commission et l'Europe aient une vision de long terme. Et justement, apportent cette vision stratégique. Alors je le rejoins pour dire que si on met de côté l'évaluation de l'opportunité économique de la fusion Alstom-Siemens, sur laquelle moi je ne me prononce pas, si on considère que c'était une bonne chose, effectivement, le problème, c'est la non prise en compte de la dimension du long terme. Et c'est un problème général. Aujourd'hui, c'est on vit dans un monde dans lequel il faut avoir, et quand je dis long terme, c'est pas 30 ans, hein, c'est vraiment ce qu'on disait moyen terme jadis, c'est-à-dire dans les 5 ans, 10 ans qui viennent. C'est vrai qu'à partir du moment où on a une situation dans laquelle on peut avoir une analyse de politique industrielle au niveau européen qui consiste à voir émerger des géants mondiaux et se dire est-ce qu'il faut que la décision qu'on la prenne, on la regarde vraiment maintenant là, avec le nez sur le guidon à l'instant T, sans prendre en compte l'évolution des choses, c'est que simplement l'histoire ne repasse pas les plats. Si une opération de concentration à un moment donné est opportune pour créer
il faut quand même rappeler les rapports de force. Hein. Alstom et plus Siemens, ça faisait une petite proportion des Chinois. Donc, on n'est pas dans l'idée de créer un gros géant qui va écraser tout le monde. C'était une entreprise de taille évidemment dominante en Europe, avec d'ailleurs des moyens d'éviter, parce qu'il ne faut pas mélanger ce qui est une position dominante et un abus de position dominante. Mais ça, je laisserai Isabelle développer. En tout cas, si on croit en l'Europe, il faut que l'Europe ait une capacité à avoir une analyse, à intégrer le long terme. Et le problème, c'est que ce n'est pas que dans le droit de la concurrence. Il y a des tas de domaines dans la réglementation européenne où on adopte et on se tient à des règles qui existent et qu'on applique de façon juridiquement incontestables et qui sont simplement à côté de la plaque. Parce qu'il n'y a pas eu d'aggiornamento, parce qu'on n'a pas tenu compte de l'évolution, même de la réflexion qui existe au niveau des universités américaines, qui remettent complètement à plat l'ensemble de ces doctrines. Et simplement, on ne les applique pas. Alors, quand on dit, par exemple, vous faisiez le lien entre ces politiques et tout à l'heure, dans l'introduction, et la montée des populismes, etc., c'est qu'effectivement, quand il y a une incompréhension complète entre les décisions qui sont prises, qui donnent le sentiment qu'on se freine nous-mêmes, qu'on se crée des poids inutiles, la question, c'est que l'Europe donne le sentiment aux ses citoyens qu'elle ne les protège pas et qu'elle va laisser l'impression d'être une espèce de passoire qui s'impose des règles à elle-même qui ne sont respectées par aucune autre. Et donc tout ça, ça crée du champ au populisme parce qu'on va dire, nous on va vous protéger. Moyennant quoi, on réhabilite le protectionnisme et ce genre de choses. Donc on a un vrai problème et on le voit bien dans les différents domaines. Dans le domaine que je connais bien, qui est celui de la régulation en matière d'assurance, il y a une doctrine, là encore, qui est une doctrine de très court-termiste. Et quand on dit aux autorités, mais est-ce que vous vous rendez compte que vos décisions vont en fait alimenter le populisme parce qu'elles vont créer des problèmes sociaux, parce que vous ne me permettez pas, par exemple, de financer les infrastructures alors qu'on attend précisément de le faire, ils répondent quoi? Ça, c'est la phrase magique à Bruxelles, « It's not in my mandate ». Donc, c'est dans la série « Après moi le déluge ». Il n'y a qu'un type qui s'est opposé à cette idée d'irresponsabilité politique, c'est Mario Draghi, parce que lui, c'était pas plus dans son mandate de faire ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Ça, c'est pas faux. Ça, faut bien reconnaître que si on prend le mandat historique de la BCE et qu'on voit ce qu'elle s'est autorisée comme politique monétaire non conventionnelle, il y a de quoi être surpris. On a quand même soulevé pas mal de problèmes, Isabelle de Silva. Hein. Je dois reconnaître que, alors, vous n'êtes pas à l'autorité européenne de la concurrence, mais enfin, c'est quand même votre univers. On a quelques soucis. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a quelques idées pour essayer d'y apporter des réponses? Et ensuite, Bertrand Jacquillard réagira. Merci, bonjour à tous. Je crois que ce que l'affaire Siemens-Alstom a eu de positif, c'est qu'elle a permis de revenir finalement sur cette politique européenne de concurrence pour s'interroger sur quels sont ses objectifs. Et je pense que dans le débat qui a suivi, il y a eu cette occasion finalement de rappeler quelques vérités et peut-être il y a encore quelques contre-vérités à écarter. Alors d'une part, une contre-vérité, c'est de dire que la politique européenne de concurrence a interdit la constitution de champions européens. Donc ça, on peut le démontrer par des chiffres. Voilà, il y a beaucoup de très grands acteurs européens qui se sont constitués. On peut penser à PSA Opel, Renault-Nissan qui est quand même un acteur mondial. Et on pourrait égrener la liste de toutes les opérations encore dans les récentes Essilor-Luxottica. Donc là où les opérations de concentration sont interdites, c'est dans des cas bien particuliers. Et ça répond finalement à l'objectif de la politique européenne de concentration qui est double. Il est de protéger le consommateur, mais aussi le consommateur, ça peut être une entreprise. Alors, je vous donne un exemple dans l'affaire Siemens-Alstom. Il y avait certaines des activités du groupe Futur qui auraient impacté des entreprises ou des collectivités publiques. Donc, on dit souvent, vous avez une vision myope, vous ne pensez qu'aux consommateurs, mais c'est faux. Il y a beaucoup de nos décisions qui visent à protéger l'impact de l'opération sur des PME ou des plus grandes entreprises. Alors, comment est-ce qu'on raisonne finalement quand on regarde une opération de concentration? On se dit... la concentration externe, donc le rachat, ce n'est pas la croissance interne et c'est ça qu'on va contrôler. Et on veut éviter l'opération de concentration qui va permettre, par le pouvoir de marché qu'acquérerait ce groupe, d'imposer des prix, de dégrader la qualité, de dégrader la diversité qui est offerte aux consommateurs. En revanche, lorsque la concentration, elle dégage des efficiences, c'est-à-dire quand elle va par exemple permettre de faire une innovation qui n'existait pas avant, il peut y avoir des bénéfices pour le consommateur. Ou dans l'exemple qui a été donné, voilà, peut-être une concentration qui permet une meilleure rationalisation des espaces de conférence pour prendre ce cas-là. Donc il y a de multiples opérations où on se dit, là il y a un bénéfice pour le consommateur, on va l'autoriser. Alors en revanche,
Pour revenir en 2 mots à Siemens Alstom, ce que la Commission a estimé, c'était qu'on aurait une forme de monopole qui se créerait en Europe, et donc que les acheteurs publics qui doivent installer des rails ou faire un système de transport n'auraient plus le choix. Et donc, mécaniquement, les prix risquaient de se dégrader et la qualité. Il y a un exemple assez concret, on peut y penser. Quand parfois deux compagnies aériennes se rapprochent sur une ligne, le consommateur voit généralement les prix augmenter. Il y a un autre exemple pour ceux qui sont allés quelquefois en Corse. Pendant longtemps, il y avait une desserte de la Corse sans beaucoup de choix et un prix imposé. Il y a eu tout un débat lorsque une ligne italienne s'est créée désormais, grâce à cette concurrence qui ne s'est pas installée sans mal, eh bien, le consommateur a plus de choix de prix et de qualité pour aller en Corse. Donc le logiciel, c'est ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la Commission applique un mauvais logiciel ? Alors, je ne crois pas. Je crois que c'est peut-être une idée fausse qui a été répandue. Aujourd'hui, lorsque le marché est mondial, la Commission le reconnaît. Et il y a un exemple très récent, très proche de Siemens Alstom, qui est ArcelorMittal Ilva, donc un très grand groupe de l'acier qui s'est constitué par rachat d'une entreprise italienne. La Commission a autorisé l'opération en considérant que sur ce marché de l'acier, le marché était mondial et la concurrence chinoise était réelle. Donc, il y a une appréciation à faire à chaque fois. Et le précédent avec Airbus, moi, il me paraît vraiment erroné. On dit vous avez interdit Railbus alors que Airbus, c'était formidable. Mais Airbus, c'était totalement différent puisqu'il y avait 2 grandes compagnies aériennes qui dominaient le monde à cette époque. Et Airbus, c'était un projet européen pour aller créer un nouveau concurrent. Donc, au contraire, Airbus crée de la concurrence, alors que Siemens Alstom aurait conduit à un monopole européen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement si on dit il faut affaiblir la politique européenne de concurrence pour faire des champions européens ? Très concrètement, ça veut dire qu'on admettrait une opération qui serait mauvaise pour le consommateur européen, en permettant à cet acteur de se faire une rente de monopole en Europe pour aller attaquer des marchés étrangers. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le contrat qui a été conclu par le traité de Rome. C'est pas le mandat. C'est pas le mandat. Donc, si on veut changer ce prisme d'analyse, il faut l'expliquer aux consommateurs et aux entreprises, et il faut sans doute changer les règles du traité européen. Après, il faudrait savoir si c'est souhaitable aussi de le changer ou pas. Alors, on va faire d'abord réagir Bertrand Jacquillat. Et ensuite, Oui, vous prenez la parole librement. Je suis tout à fait d'accord avec la segmentation introduite par Didier Kling sur les concentrations. Mais il se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que la concurrence, à quoi ça sert. La concurrence, ça sert à faire baisser les prix, ça sert à faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises sur un marché, donc ça favorise l'emploi, le choix des employés et des travailleurs. Et puis, comme il y a concurrence, ça favorise l'innovation et donc la croissance. Donc c'est assez clair à quoi Dans le micro, Bertrand, dans le micro. Bon. Maintenant, sur Alstom Siemens, moi, je ne connais pas le dossier, c'est un dossier sûrement très complexe, mais je participe assez à l'opinion d'Isabelle de Silva, qui avait, me semble-t-il, été du côté de la Commission de la concurrence. Mais je rappellerai quand même qu'il y a 10 ans, un grand ami du cercle des économistes, qui était commissaire à la concurrence, qui était Mario Monti, avait interdit la fusion, la concentration entre Legrand et Schneider, ce qui avait fait couler autant d'encre à l'époque que Siemens Alstom. Eh bien, Schneider et Legrand se portent magnifiquement bien, sont de grands innovateurs et ont une forte croissance. Allez-y, Didier Kling, allez-y. Peut-être je vais répondre et apporter quelques éléments. D'abord, je voudrais donner quelques chiffres qui vont un petit peu dans le sens de ce que dit Isabelle de Silva, même si je vais aussi prendre mes distances par rapport à d'autres choses que vous avez dites. La Commission, en 30 ans, a autorisé 6000 fusions visant à concentrer les marchés. Absolument, oui. Et on a refusé 30. Donc, est-ce qu'on peut dire que la Commission est dans une position systématique de refus et ne prend pas en compte les marchés internationaux ? Je ne pense pas. Ce qui est dommage, c'est que sur certains dossiers qui sont emblématiques, on n'est pas cherché à créer des champions. Et finalement, moi, mon sentiment, c'est que l'Europe s'est construite progressivement comme un marché. En fait, d'ailleurs, la CECA et différents épisodes de la construction européenne. La communauté économique du charbon et de l'acier. Jusqu'à même la création de la monnaie unique. Finalement, on a fait que imaginer des marchés, et puis on n'a peut-être pas suffisamment imaginé de créer des acteurs. Et je pense que la nouvelle phase pour l'Europe, ça devrait être de pouvoir créer des acteurs. On l'a fait avec Airbus, on voit que c'est un succès, et parfois on a besoin de symboles qui ne sont pas forcément des nécessités économiques, mais qui ont force d'entraînement et valeur
valeur d'exemple. Un deuxième élément chiffré que je voulais... On a parlé tout à l'heure de secteurs, et donc je pensais celui des télécoms, justement, par exemple. C'est un bon exemple de est-ce qu'on est sur le même trend ou dans la même mode de pensée que nos grands concurrents que sont les États-Unis ou la Chine par rapport à l'Europe. Aux États-Unis, il y a 4 opérateurs principaux. En Chine, il y en a 3. Et en Europe, il y en a 4 par pays. Donc on a un marché très éclaté face à des géants qui, si on n'y prend pas garde, vont venir simplement croquer les petits, quoi. Donc la question qui se pose derrière, c'est la question de la souveraineté. Et comme l'a dit Bertrand Jacquia, la question aussi qu'il y a derrière la concurrence, c'est une question de liberté politique. En fait, à partir d'un certain stade, si on n'est pas capable de s'assurer par soi-même un certain nombre de moyens, d'infrastructures, parce qu'on dépend d'une technologie, on dépend du bon vouloir finalement d'entreprises qui sont contrôlées par d'autres entités géopolitiques, eh bien on perd en liberté. Donc la concurrence... L'exemple typique, c'est la 5G aujourd'hui. Alors la 5G, oui, c'est un sujet qui est complexe parce que c'est une technologie qui est encore immature, mais en fait, sur des choses beaucoup plus matures, par exemple la question du transport, mais Alstom Siemens au départ, on pourrait aussi parler de la question finalement des turbines et de l'énergie. Je pense qu'on ne se pose pas suffisamment la question de savoir si on n'est pas dans une forme de guerre économique, avec des acteurs qui viennent faire en sorte que nous ne nous concentrions pas et qui s'assurent de certains marchés. On a une forme de naïveté par rapport à ça. Donc il y a la version qu'on peut lire de Patrick Cron à propos d'Alstom qui explique pourquoi il y a eu cette cession à GE pour les turbines. Et puis il y a la version peut-être moins politiquement correcte d'autres acteurs, comme par exemple vous avez peut-être vu le récent livre de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, qui est assez édifiant. En tout cas, c'est sûr que c'est une version assez convaincante des événements qui montre que ça fait partie d'une stratégie d'intelligence économique américaine. Didier Kling, allez-y, vous voulez réagir? Oui, je voulais... Parce que notamment on dit la Commission ne dit pas systématiquement non, mais est-ce que la crainte qu'elle dise non n'est pas une forme de prophétie autoréalisatrice qui pousserait finalement certaines entreprises à renoncer à s'engager dans un processus de concentration de peur que de toute façon ça se passe mal? On ne les connaît pas par définition, on ne peut pas les chiffrer, mais il est évident qu'il y a un nombre de groupes qui réfléchissent parfois à des opérations de rapprochement et qui renoncent tout simplement en pensant que ça ne passera pas la barre réglementaire. Je voulais réagir sur les propos de Bertrand, qui est un fervent défenseur de la politique de la concurrence. Ça tombe bien, moi aussi. Je ne reprends pas pour mon compte les termes de cet investisseur qui disait la concurrence c'est pour les perdants. Donc je suis pour la concurrence. Reste simplement à définir ce qu'est la concurrence. J'ai cru comprendre que dans le mandat qui était confié aux autorités européennes de régulation, la concurrence est essentiellement à la défense du consommateur. Je le comprends. C'est le cas. Pour autant, j'observe que nos concurrents sur la planète répondent pas nécessairement à la même définition de la politique de la concurrence et qu'il y a notamment l'idée d'efficacité économique. Et j'ai un peu des difficultés, moi, si on me refuse une concentration, parce qu'elle me paraît utile et nécessaire sur le plan de l'efficacité pour me battre à armes égales avec des concurrents asiatiques ou américains qui bénéficient sous des formes déguisées ou non d'aides diverses et qui sont des instruments au service d'une politique industrielle. Donc je reviens sur mon propos de base. Ouais. Il faut définir quel est l'objectif de la politique de concurrence et sans doute, de mon point de vue en tout cas, elle n'a pas de sens si elle n'est pas au service d'une politique industrielle. Isabelle de Silva, l'objectif de la politique de la concurrence, c'est ferme, c'est définitif, c'est entendu, c'est la défense du consommateur et pour changer ça, il faut changer les traités. Oui, mais je dis à nouveau, le consommateur, ça peut être une entreprise. D'accord. Prenons l'exemple de Canal+ TPS, qui a été l'une des plus grosses fusions dans l'audiovisuel il y a quelques années. On l'a autorisé avec des remèdes très importants, enfin assez exceptionnels, qui ne s'étaient jamais vus. On a pu parler de quasi-régulation du secteur suite à cette décision de l'autorité de la concurrence. Et ceux qui étaient très directement impactés, c'était aussi, par exemple, les chaînes
qui n'auraient plus qu'un acteur qui les diffuserait par le satellite. Et donc, on a eu toute une série de dispositions qui visaient à préserver ces entreprises, donc bien l'activité économique d'une entreprise indépendamment du consommateur final. Il y a un point que je voulais citer. Alors, c'est vrai qu'on compare souvent, et c'est normal, le marché européen et les marchés américains et chinois. Mais il faut bien avoir conscience que ces marchés ne sont pas comparables en termes de taille et de barrières entre les marchés. Prenons l'exemple des télécoms. Il se trouve qu'on ne se débrouille pas si mal si on prend le cas français, puisque, comme d'ailleurs dans d'autres pays européens, on a des tarifs bien plus intéressants qu'aux États-Unis, donc qui sont cités en modèle. On a une bien meilleure qualité de service et des débits sans commune mesure avec ce qui peut se trouver sur la plupart du territoire américain. Donc même si on est plus petit, Margrethe Vestager disait souvent que l'une des richesses de l'Europe, c'est tout ce tissu d'entreprises qui ne sont pas forcément des géants, des licornes dont on parle aujourd'hui, mais qui animent la concurrence, qui ont une activité économique réelle et qui font cette réalité européenne. Si on se promène en Europe, on va voir qu'entre la Lituanie, l'Espagne, le Portugal, on ne parle pas la même langue, on a encore des réglementations différentes, des espaces différents. Donc, c'est sûr ce sont des concurrents dans la guerre économique, mais on n'est pas du tout au même stade d'unification, de facilité à déployer une activité sur le plan mondial. Alors après, sur l'idée qu'il faudrait des grands groupes stratégiques au niveau mondial, ça je crois que tout le monde peut le reconnaître. Il y a quand même un chiffre, je trouve qu'on ne cite pas très souvent, qui est que la concentration n'est pas non plus la réponse à tout. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur le nombre d'échecs, mais considérable de ces méga-fusions. Donc voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Je me plais quand même à rappeler que quand on dit on veut pouvoir se concentrer, se regrouper, il y a quand même des échecs absolument très, très frappants de projets stratégiques qui n'ont pas marché, d'entreprises qui n'ont pas réussi finalement à nouer un projet commun. Donc ça, voilà, il faut rappeler aussi que ce n'est pas la panacée. Donc après, voilà, je crois que pour l'avenir, et ça nous sommes clairs là-dessus, il faut que la politique de concurrence évolue au niveau européen, pour mieux prendre en compte la concurrence potentielle. Donc ça, c'est un travail qu'on a engagé à Bruxelles et nous-mêmes en France. Notamment, je crois absolument qu'il faut mieux prendre en compte la concurrence potentielle des GAFA, par exemple, puisque les années récentes ont montré leur capacité à croître d'une façon hyper rapide et considérable. Et donc, ce sont un peu des concurrents d'un type nouveau. Deuxième exemple, on voit aujourd'hui des stratégies d'entreprise, des stratégies de conquête de marché qu'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, des groupes comme Netflix ou Amazon qui ont pu se permettre de se développer très vite en étant déficitaires sur le plan de l'exploitation économique, grâce au fait que les marchés ont suivi, leur ont fait confiance et leur ont permis de développer des activités qui n'étaient pas rentables à l'instant T. Et on sait que une des parties de leur stratégie, c'est de constituer des monopoles ou des positions très larges, et que peut-être demain, ils ont commencé, ils vont remonter les prix comme Netflix le fait ou comme Amazon le fait avec le prix de Amazon Prime aux États-Unis. Et donc ça, c'est des stratégies un peu nouvelles. Donc il faut peut-être qu'on prenne en compte de façon plus sophistiquée qu'on ne le faisait aujourd'hui l'analyse concurrentielle de ces acteurs-là. Un mot de Didier Kling pour terminer et de Bernard Spitz, et ensuite on va justement évoquer la particularité de la concentration dans le numérique, qui évidemment est quand même l'élément le plus neuf aujourd'hui. Si vous me permettez juste un petit point par rapport à ce qui vient d'être dit, il me semble que le sujet, c'est pas un sujet de dosage. C'est-à-dire qu'on sait en Europe doser, et ce d'autant plus qu'on a des différences très fortes entre les pays, et ça c'est pas le cas des États-Unis par exemple. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de startups préfèrent se développer aux États-Unis, parce que pour elles c'est plus simple, elles ont un marché de à peu près 400 millions de personnes qui est quasiment unifié sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur le plan des règles de travail, etc. En Europe on a 28 fiscalités, on a 28 droits du travail, on a 28 pour se développer sur l'échelle européenne c'est plus compliqué. Donc on sait doser en fonction des particularités. Je pense que notre sujet en Europe, c'est plus un sujet de considération d'échelle. C'est-à-dire que quand on dose, il faut aussi voir par rapport à quelle échelle on dose. Et quand on se compare, justement, ce qu'on voit, c'est qu'on se dit, oui, il faut renforcer la concurrence pour réduire les dérives de prix, pour augmenter la liberté du consommateur, mais il faut renforcer la concurrence avec des acteurs comparables, c'est-à-dire chinois ou américains, qui sont émergents pour certains d'entre eux, mais qui pour beaucoup sont déjà capables de venir concurrencer en Europe les acteurs européens.
Pardon Paul Alibert, hein, je vous ai appelé Didier je crois. Mais, Mais je suis très honoré parce que Didier est adhérent Non. de l'Institut de l'entreprise. Alors, donc vous pouvez m'appeler Didier. Et son honneur, Bon. mais ça m'interdit pas de parler éventuellement. Non, mais bien sûr, allez-y Didier, vous parlez. Juste- Bernard, mon voisin, terminera. Essayez de faire court pour qu'on puisse embrayer. J'avais juste des questions simples. C'est à propos, est-ce que les GAFA auraient pu être créés sur notre territoire européen? Et après ça, on pourra discuter la question de savoir si c'est bien ou pas bien. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'ils sont nés, ils existent, et qu'aujourd'hui, ils ont envahi le territoire européen. Puisqu'on parle de la défense des consommateurs, à propos, qu'est-ce qu'on fait pour la défense des consommateurs à ce titre? C'est tout. Allez-y Bernard, pour terminer. Oui, non, je crois qu'en fait, on est tous d'accord pour soutenir la concurrence. Personne ne va défendre une position autre. La question est de savoir dans quelles conditions il faut la considérer. Vous parliez de la priorité de nos consommateurs, c'est vrai, mais le consommateur, il est en même temps un acteur de la vie et il faudrait parler de l'emploi, par exemple, des conséquences sur l'emploi. Il faudrait avoir une vraie théorie et une vision économique globale des choses. Et on en revient à la dimension stratégique, et on en revient à ce qui, pour moi, est l'un des principaux sujets, c'est la prise en compte du long terme. On ne peut pas raisonner à court terme en se disant qu'à l'instant T, on est face à une situation et ne pas tenir compte de ce qui va se passer. Parce que si aujourd'hui on empêche une opération, et encore une fois, quand on pose la question, la concentration de l'entreprise était la solution, je ne sais pas ce que ça veut dire. La solution à quoi? C'est quoi la question derrière? C'est la solution à créer des champions? Oui, d'accord, ok. Ça, c'est la concentration, ça peut être bien ça peut être aussi pour enrichir les banques d'affaires. Ça, c'est aussi une autre façon de répondre. Oui, c'est une bonne question. Mais est-ce qu'on voit bien, Isabelle l'a dit, qu'il n'y a pas... small n'est pas toujours beautiful, mais big n'est pas non plus toujours la solution. Et le succès du Mittelstand allemand, le succès des entreprises italiennes du nord de l'Italie, etc., montre que ce ne sont pas des géants, mais ce sont des entreprises super compétitives, super réactives, super présentes sur le plan international. Donc il n'y a pas une solution et une seule, il y a des situations qui sont différentes, mais la dimension stratégique dans laquelle ça se place, et avec les disruptions, on va parler du numérique, les disruptions qui sont en place, tout ça amène à avoir une vision qui est un petit peu plus large. Et je ne suis pas sûr qu'il faut nécessairement se dire qu'il faut modifier les traités, parce que ça, c'est quand même la bonne façon de rien faire du tout. Il y a des interprétations qui sont données, il y a aussi aux gens à assumer leurs responsabilités. Je prenais mon exemple tout à l'heure dans le cas de Mario Draghi, et ça, c'est quelque chose qu'il faut... la vitesse de résolution des traités ne suit pas la vitesse à laquelle le monde économique et technologique évolue. Changer les traités en Europe, c'est compliqué. Effectivement, c'est la meilleure solution pour ne pas avancer. La concentration dans le numérique, on va en parler. Je vais commencer avec Isabelle de Silva. Il y a eu quelques chiffres cités par Bertrand Jacquillat tout à l'heure, mais c'est vrai que Google et Apple équipent 99% des téléphones portables du monde entier, qu'aujourd'hui Amazon opère une vente en ligne sur deux sur le sol américain. Les GAFA flirtent avec les 3 000 milliards de dollars, plus que le niveau du PIB de la France. Aujourd'hui, Google et Amazon sont en train de se positionner dans le domaine de la santé au travers de la gestion des données médicales, et on sait que la Chine a mis en place une police du web. Une police du web avec juste 2 millions d'agents, histoire d'être sûr de bien sécuriser son territoire. Et en fait, cette guerre commerciale Trump-Xi Jinping est une guerre commerciale qui se joue car chacun essaye de prendre le leadership de la technologie. C'est véritablement le sujet. Et alors, on a commencé à évoquer ces questions, Isabelle de Silva, au début de notre entretien. Quel est le problème? À partir de quel moment... Parce que là, on parle de la concentration quand elle devient systémique. On parle de la concentration quand elle conduit à des monopoles. Et puis ces monopoles, à un moment, est-ce qu'ils abusent ou est-ce qu'ils n'abusent pas? Est-ce que les frontières de tous ces univers, systémiques, pas systémiques, monopoles, abus ou pas, sont véritablement aujourd'hui très clairs? Je crois qu'on est face à une révolution. Alors, ce qui explique peut-être cette forme de GAFA anxiety qu'on a ressentie dans les mois derniers avec des déclarations très inquiètes de toute une série de spécialistes. Et peut-être que s'il y a cette inquiétude et ces discours un peu alarmistes, c'est parce qu'on est à la confluence d'une révolution économique et d'une révolution sociétale. Alors, la révolution numérique, elle a plusieurs dimensions. Je crois qu'il y a chaque entreprise qui a dû se réinventer face au numérique. Bon, l'usine 4.0, c'est des évolutions qui ne sont pas faciles et que les entreprises ont dû vivre. En revanche, ce qui est un peu nouveau, c'est l'émergence d'acteurs qui ont cru aussi rapidement et qui sont tellement dominants, par exemple, dans la captation du capital et dans les revenus. Donc ça, on n'avait jamais vu ça. Quand on regarde sur longue période, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et ce qui est nouveau aussi, c'est les effets de plateforme et les effets de système. Donc l'idée, aujourd'hui, l'inquiétude qui est, plus personne ne pourra avoir un moteur de recherche qui vienne concurrencer Google. Plus personne ne pourra être un autre site de vente en ligne qu'Amazon, et on pourrait multiplier les exemples sur Airbnb ou Booking.
Alors, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter et est-ce que les États auraient perdu la main? Alors, moi, je ne crois pas du tout à la thèse que les États seraient sans moyens, que la guerre serait perdue d'avance et qu'il faudrait tous se réunir pour pleurer ensemble. Moi, je crois au contraire que la riposte, elle a déjà commencé, mais ça demande des moyens, ça demande du courage, ça demande qu'on traite ces sujets sérieusement en donnant les moyens aux autorités d'agir. De même, par exemple, qu'il y a du cybercrime aujourd'hui, si on ne donne pas des moyens aux policiers pour aller chercher sur le dark web ceux qui font des trafics, effectivement, ils pourront prospérer sans aucune limite. Aujourd'hui, si on veut traiter sérieusement, par exemple, les problèmes de concurrence émanant de Google ou d'autres, ça demande des moyens différents, plus forts que ceux qu'on avait avant. On cite souvent l'exemple de Google Shopping avec la Commission européenne qui a dû analyser des masses de données considérables. Ça, c'est des sujets concrets. Et si on ne les traite pas, si on ne donne pas les moyens d'agir, on ne pourra pas réprimer ces abus. Alors, il y a plusieurs sujets. Quand ces entreprises abusent, bien sûr, ça a un impact sur tout le marché. Bon, en l'espace de 2 ans, la Commission européenne a infligé 8 milliards de dollars sur 3 affaires différentes à Google. Donc je crois qu'on est sur du concret. Et au-delà de la sanction infligée à Google dans ces affaires, il y a l'effet de système précisément, puisque à travers ces décisions, la Commission européenne elle a affirmé au nom de toute l'Europe qu'on ne pouvait pas, par exemple, favoriser son propre service au détriment des autres. Donc ça, c'est l'affaire Google Shopping. Qu'on ne pouvait pas interdire l'accès à un système qui est structurant. Donc ça, c'était l'affaire Android. Ce qui a été sanctionné, c'est une stratégie de Google qui voulait empêcher d'autres acteurs de pouvoir venir concurrencer son operating system Android. Voilà. Et dans AdSense, la Commission a commencé à traiter cet énorme sujet qui est celui de la publicité en ligne et des conditions qui sont appliquées sur la publicité en ligne. Alors tout ça, c'est pas suffisant. Il faut continuer. Donc je crois que dans les pistes concrètes pour répondre à tout ça, il y a d'une part revoir le contrôle des concentrations. C'est vrai que Google a pu racheter 400 entreprises sans aucun contrôle parce que c'était sous les seuils. Donc, pour répondre à votre question, oui, Google et Amazon se sont développés avant tout par croissance interne au début. Donc voilà, faut dire, on n'est pas dans le contrôle des concentrations, on est dans la croissance interne, ce qui n'est pas contrôlé, ce qui est légitime parce que c'est l'entreprise par ses propres mérites qui se développe. Aujourd'hui, on est peut-être rentré dans une autre époque. C'est vrai que Facebook a pu racheter Instagram et WhatsApp qui étaient des pépites qui auraient pu devenir des concurrents de Facebook. Donc ça, on voit bien que là, on a un cas concret où, alors que Facebook était dominant sur les réseaux sociaux, il y a une alternative qui était Instagram qui a été attrapée dans ce groupe-là. Donc ça pose une question. Peut-être que notre contrôle des concentrations n'a pas été incisif. La Commission n'a pas bloqué cette opération. Peut-être qu'on peut se dire que ce n'était pas la bonne décision à ce moment donné. Donc là, les réflexions que nous avons en France et en Europe consistent à revoir complètement le contrôle des concentrations pour le numérique. Nous avons fait des propositions au gouvernement pour introduire un nouveau contrôle qu'on appelle le contrôle ex post pour mieux contrôler ces opérations numériques. Et je vois que cette idée se répand maintenant en Europe et que le gouvernement a dit qu'il était intéressé par cette nouvelle piste. Donc ça, c'est une piste concrète. De même, il faut que nous évoluions dans nos façons de raisonner. Je prendrai un exemple, c'est la vente en ligne. Précédemment, on avait une appréhension des marchés très segmentée. On disait, il y a la vente en magasin, la vente en ligne. En 2016, l'autorité a dit on ne peut plus avoir ces distinctions. Maintenant, Fnac est concurrencé par Amazon et passe son temps à regarder ce qui se passe sur Amazon. Donc, il faut qu'on ait une vision globale du marché. Donc ça, c'est des exemples concrets qui veulent dire qu'il faut qu'on adapte notre logiciel. Il faut qu'on ait des moyens suffisants pour se battre. Et ensuite, alors on en arrive à la question ultime, est-ce qu'il faut démanteler Google, Amazon et autres? C'était la question que j'allais vous poser avant de faire réagir tout le monde. Alors concrètement, quand certains disent démanteler, on a l'impression qu'il faudrait que ça devienne plutôt des entreprises publiques avec l'idée que par exemple les données seraient des données d'intérêt général qui devraient être accessibles à tous. Alors si c'est démantelé pour les mettre sous le contrôle de l'État, normalement il faut indemniser une entreprise qui serait plus ou moins nationalisée. Alors est-ce qu'on aura un bénéfice à les couper en morceaux? Ça c'est un vrai débat. Moi, je ne suis pas persuadé que ça réponde au sujet, parce que pour prendre l'un des sujets les plus débattus, qui est la façon dont ces entreprises captent les données et les utilisent, ça, pour moi, c'est un sujet antitrust, c'est un sujet RGPD, mais ce n'est pas en les démantelant qu'on traite ce sujet. Très concrètement, en Cambridge Analytica... RGPD, c'est le règlement de protection des données qui est en place depuis un an. Voilà, donc là, on a un sujet qui est vraiment à la fois économique et sociétal, qui est-il légitime que ces entreprises sachent tout de nous, sachent où nous allons, quelles sont nos préférences, qui nous voyons, et voilà. Est-ce que c'est acceptable sur le plan sociétal? Est-ce que c'est acceptable sur le plan économique qu'elles puissent en tirer autant de bénéfices? Mais pour moi, je ne vois pas de démonstration de ce que le démantèlement serait la réponse aujourd'hui aux sujets qui sont posés. On a tous compris que comme c'est gratuit, c'est nous qui sommes le produit.
Et ça, effectivement, maintenant, c'est validé. Alors, allez-y, Didier Kling, si certains veulent réagir sur ces questions de GAFA, qui sont évidemment essentielles. Non, dans ces nouvelles technologies, c'est vrai que le problème nouveau qui s'est présenté, c'est notamment, vous l'avez dit, le fait qu'elles passent souvent sous les radars. Et donc, elles échappent à tous les contrôles de ce fait. Mais elles sont riches de potentialités, puis un jour elles se réveillent et on s'aperçoit qu'elles ont pris une dimension particulière. Démanteler, je rappelle simplement que dans les années 60, il y a bien eu des démantèlements aux États-Unis, les conglomérats. Et si c'est intéressant le rappel des conglomérats, donc ce n'est pas nécessairement l'État qui capte, c'est je vous oblige à vous couper en 2, 3 ou plusieurs parties. C'est parce que je reviens à l'idée de départ qui est c'est quoi la politique de la concurrence? Quel est l'objectif? On dit beaucoup, c'est la défense du consommateur. Alors, ok, on peut en débattre. C'est aussi, ça peut être la défense des petites entreprises aussi, hein, faut pas l'oublier, qui elles sont en compétition. Et puis aussi le problème de l'État lui-même, qui peut voir naître des groupes qui menacent son autorité, sa suprématie. Et à partir du moment où une entreprise, je ne cite aucun exemple, mais déciderait d'avoir sa propre monnaie, dans des conditions telles que, je ne sais pas si elle ne franchit pas le pas de trop, qui peut avoir un petit côté légèrement provoquant, qui soit tel que l'État dise je mets un feu rouge ici, ça commence à me déranger. Vous n'avez pas encore votre passeport Facebook? Je reviens sur l'exemple américain, parce qu'effectivement, il y a eu le démantèlement. Et c'est assez logique d'ailleurs, parce que au fond, les Américains sont ceux qui ont été les plus cohérents en politique de la concurrence. Ils l'ont inventé, et donc après, ils ont pris des dispositions drastiques en matière de télécom pour la plus récente. La différence entre aujourd'hui et l'époque, c'est qu'à l'époque, lorsqu'ils ont démantelé, c'était quelque chose qui restait à l'intérieur des États-Unis. On redistribuait le pouvoir et le partage, mais ça restait à l'intérieur des États-Unis. Avec le numérique, tout est différent, et au XXIe siècle maintenant, tout est différent. Il y a la Chine. Et aujourd'hui, une des choses qui va peser terriblement sur les décisions des politiques américaines, ça va être de dire, oui, mais est-ce qu'en faisant ce serait bien si ça restait sur le territoire américain, mais là, on va avantager les Chinois. Et donc, du coup, on risque d'être pris dans une espèce d'étau, dans lequel, d'ailleurs, nous, Européens, allons être écrasés, parce que les Américains ne vont pas réagir de la façon, doctrinale, juste, qui était la leur pour défendre la concurrence, et qu'on va se retrouver avec donc ce blocage à cause des Chinois. Accessoirement, s'ils le faisaient, qu'est-ce qui se passerait avec les Chinois? C'est aussi une question. Donc là, on est vraiment dans un problème moderne. Paul Alibert. Alors, j'ai une petite... ensuite Bertrand pour terminer cette partie-là, après on évoquera. Sur le numérique, puisque c'était le sujet sur lequel vous nous avez lancé là, j'ai une anecdote à partager qui date de 2017 et qui se passe ici à Aix, pendant les rencontres économiques. Un des dirigeants d'une des plus grandes plateformes américaines du digital, que je lui ferai l'amitié de ne pas dire exactement qui c'était, mais ici, nous a dit finalement, parce qu'il y avait des questions dans la salle, et il y avait un jeune homme qui avait posé la question. Il avait un petit objet digital connecté qui permettait de commander le renouvellement de ses produits dans son frigidaire. Et donc il dit, mais si moi j'ai envie de renouveler mes yaourts, je prends mon petit objet connecté, je dis il me faut des yaourts, et en fait la plateforme choisit pour moi. Donc est-ce que finalement c'est pas la disparition d'une forme de liberté du consommateur? Et le responsable de la plateforme en question avait dit, finalement, en fait, beaucoup de produits sont devenus des produits tellement des produits de commodité, tellement standardisés, que quelle que soit la marque, c'est un peu kiff-kiff bourricot. Et donc, en fin de compte, le vrai sujet, c'est que il n'y a plus besoin de concurrence sur certains produits. Alors là, moi, je me suis accroché à ma table et je me suis dit, il y a quand même un gros problème d'éducation. Il y a quand même un gros problème d'éducation. Alors, ça prouve quand même une chose, c'est que toute entreprise qui a une position dominante cherche à renforcer son monopole et finalement à renforcer sa rente. Donc ça montre qu'il faut se prémunir contre les situations de rente parce que sinon le consommateur est défavorisé. Et ça montre quand même une deuxième chose aussi, c'est que le consommateur a une responsabilité. Donc nous avons une responsabilité quand nous consommons, parce que nous cautionnons certains systèmes. On peut aussi faire le choix parfois alternatif, parfois un peu plus complexe, de ne pas cautionner n'importe quel type de position dominante. Et donc il y a une éducation à la liberté, une éducation à faire jouer la concurrence qui doit venir aussi renforcer ces dispositifs. Tout ne peut pas venir que de la loi, ça vient aussi des comportements individuels. Et je pose une question.
aujourd'hui, nous vivons en France dans un pays dans lequel, finalement, quand on parle de concentration, et on n'en a pas parlé une seule fois depuis le début, mais qui est l'acteur qui concentre le plus de choses en France? C'est l'État. L'État, clairement. Donc nous, consommateurs, on n'est pas consommateurs de l'État, mais on est dans un rapport vis-à-vis de l'État où on peut se poser la question de savoir à quel moment la liberté publique et la liberté privée exigent que plus de concurrence soit introduite au sein de l'État. Alors avec ça, Paul, ça va nous amener sur des terrains pour lesquels on n'aura pas le temps de creuser, parce qu'effectivement, est-ce qu'il faut mettre en concurrence la santé? Est-ce qu'il faut mettre en concurrence les systèmes de retraite? Est-ce qu'il faut créer des fonds de pension? Globalement, le seul truc qui n'existe pas sur la fiche de paye, c'est l'assurance automobile, quoi. Après, tout le reste de notre vie est quand même lisible sur nos fiches de paye. Donc on voit qu'effectivement, on est un pays ultra-libéral. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Bertrand Jacquillat, pour terminer sur cette histoire de GAFA, après je vous amène sur la dernière question. Est-ce que la concentration, dans la mesure où elle fabrique des acteurs systémiques en position de monopole pouvant en abuser, est-ce que véritablement elle n'est pas un poison? Ce sera ma dernière question. Oui, à propos du démantèlement éventuel des GAFA, je voudrais citer une anecdote qui se passe dans les années 20 sur un parcours de golf où jouent Henry Ford et John D. Rockefeller. Et Ford dit à Rockefeller, vous savez qu'il est question que l'on démantèle la Standard Oil. Et Rockefeller de répondre, mais c'est formidable, ça va créer de la valeur. Donc, maintenant, j'ai une question à Isabelle. Le contrôle ex post dont on parle, est-ce que ça concerne par exemple ce dont on entend parler, c'est-à-dire le contrôle des autorités américaines sur Amazon qui demanderait à Amazon de se départir de Wholesale Foods? C'est ça? Alors, il y a deux idées. Il y a d'une part l'idée qu'aujourd'hui, il y a des acquisitions qui se font sous les seuils. Donc voilà, des boîtes par exemple qui n'ont pas de chiffre d'affaires. Or aujourd'hui en France et en Europe, le chiffre d'affaires c'est le critère qui fait qu'on doit se soumettre à l'autorisation de l'autorité de la concurrence. Et pour donner un exemple concret, c'est un peu par miracle, si j'ose dire, que la Commission européenne s'est penchée sur Facebook, WhatsApp, puisque WhatsApp n'avait pas de chiffre d'affaires, c'était un modèle gratuit, donc pas de chiffre d'affaires, et pourtant l'entreprise avait été rachetée pour 22 milliards de dollars. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans le contrôle si une telle opération n'est pas visible, sauf un peu par chance, parce qu'il y avait eu un renvoi d'autorité nationale. Donc il y a d'une part l'idée qu'il faut qu'on contrôle mieux pour ces acteurs systémiques et qui ont une très grande position sur le marché, la façon dont ils rachètent ces petites startups qui pourraient être peut-être le Google de demain. Donc si on leur permet de tout capter sans aucune limite, on risque de ne pas avoir de concurrents et d'alternatives. Et pour reprendre votre exemple, quelqu'un qui voudrait aujourd'hui faire ses courses pour toute une série de produits autre part qu'Amazon par exemple, c'est pas si facile de trouver un site qui marche aussi bien. Il faut reconnaître aussi que ces sites marchent très bien. De même pour Google, moi ça m'est arrivé d'aller sur d'autres moteurs de recherche, mais voilà, j'ai pas Google Maps, ce qui est très pratique. Donc on se rend compte quand on veut aller ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, il faut le dire, il n'y a pas de concurrent aussi bon sur toute une série de prestations. Et c'est ça le sujet. Pour donner un autre exemple, quand il y a eu un peu des polémiques sur Facebook et qu'il y a eu un mouvement aux États-Unis en disant je quitte Facebook, des personnes se sont rendues compte qu'elles n'avaient plus de contact facile avec leurs amis, leur collectivité de travail. On voit aussi des sites où pour s'identifier, il faut s'identifier par Facebook et si on n'y est pas, voilà, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on est dans le fait des entreprises qui contrôlent des positions de monopole ou de système et c'est difficile d'en sortir. Alors pour répondre à votre question, il y a aussi l'idée qu'il faudrait mieux contrôler ce qui se passe après une acquisition. Donc ça fait partie des pistes. Est-ce que par exemple une acquisition qui a priori est anodine mais qui conduit concrètement à fermer un service, à dégrader une qualité de service, est-ce que ça, c'est pas problématique? Il y a vraiment la catégorie spécifique qu'on appelle les acquisitions prédatrices. Il y a eu des analyses intéressantes qui ont été faites dans le secteur pharma, où on a pu identifier que 7% des acquisitions qui avaient été faites dans le secteur de la pharmacie visaient à éteindre le développement de concurrents à certains médicaments qui étaient sur le marché. Donc ça, c'est intéressant de voir. C'est pas le cas général, il peut y avoir des stratégies qui visent à tuer le concurrent pour rester sur son marché de monopole et extraire la rente. Donc toute l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit plus incisif par des biais juridiques, bien sûr, qui préserveront la croissance et la sécurité des entreprises,
Mais là, il y a quelque chose qui aujourd'hui n'est pas bien traité par les autorités de concurrence. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que le consensus est vraiment de plus en plus fort au niveau du réseau européen de concurrence pour se dire qu'il faut faire différemment et que peut-être qu'on a été un peu trop laxiste dans les années passées. 10 minutes pour terminer avec cette question. Alors, la concentration, c'est comme l'aspirine. C'est à partir du moment où on en abuse que véritablement il peut y avoir un danger pour la santé, donc un danger pour l'économie. Et je vous donne la parole à Bertrand Jacquillat et on va terminer là-dessus. Après, je vous ferai 5 minutes de conclusion. Mais Joseph Stiglitz, c'est tout récemment là, écrit la concentration, c'est un poison. Il nous dit, ça accentue la pression sur les salariés, ça accentue la pression sur les clients, ça dérègle le capitalisme, ça concentre les richesses dans les mains de ceux qui en détiennent le plus, principalement les détenteurs de capital. Ça nuit à l'investissement, donc ça va nuire à l'innovation, donc ça va nuire à la croissance et ça va nuire aux recettes fiscales. Et on sera sur toutes les externalités négatives que commençait à évoquer tout à l'heure Bernard Spitz. Est-ce qu'aujourd'hui, Bertrand Jacquillat, la concentration, quand elle atteint des niveaux systémiques avec des potentielles positions de monopole et voire des abus, c'est pas le pire des poisons qui va tirer les prix à la hausse, creuser les inégalités et nous amener à cette question de réaction des populations qui finissent par nourrir une hostilité à l'économie de marché et au libéralisme. Vous avez répondu à ma place. Vous avez dévidé tout le raisonnement et vous avez dit qu'effectivement, les concentrations, pas dans son extrême, c'était mon point, sont allés concomitamment avec les inégalités. Hier, vous avez un jeune homme, un de vos jeunes hommes collègues, qui s'appelle François Langlais, qui est un peu plus jeune que moi, qui disait que lorsqu'il était jeune, l'écart de revenus entre les gens dans les entreprises était dans un rapport de 50 à 1. Bon, il avait déjà vieilli, parce qu'il y a un siècle, c'était JP Morgan disait, le créateur de la banque, disait que le ratio normal de rémunération devrait être entre de 30 à 1. Et non plus de... bon. Aujourd'hui, il est de plus de 500. Hein. Donc, c'est pas que les gens veulent un égalitarisme absolu, mais il y a un ressenti d'injustice dû au fait que l'absence de concurrence a créé des rentes et que ces rentes favorisent des catégories de population qui sont fortement enrichies et accentuent les inégalités, c'est clair. Qui veut rajouter un mot là-dessus? On a exactement 7 minutes avant la conclusion. Peut-être... Et notamment Isabelle de Silva, ce qu'on dit là, c'est que tout d'un coup, l'autorité de la concurrence, celle que vous présidez, mais les autorités de la concurrence, sont devant une espèce de nouvelle responsabilité pour laquelle elles ne sont pas préparées. Parce que là, effectivement, et c'était Nicolas Bavrez qui écrivait tout récemment, je crois, dans Les Échos, que ces phénomènes de concentration finissaient par poser des phénomènes de survie de démocratie. Et là, on est sur des sujets très 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 lourds. Allez-y, Paul Alibert. Merci. Je pense que la question qui est derrière, c'est de quel capitalisme on veut. Donc, parce que quand on parle... Vous avez le don pour créer des colloques à chaque phrase que vous ouvrez quand même, Paul. Hein. Oui, là, il va nous falloir la journée. Hein. Là, c'est vraiment le cœur des travaux de l'Institut de l'entreprise ces temps-ci. On a parlé à l'Institut de l'entreprise, et vous avez peut-être lu l'étude d'entreprise post-RSE, c'est-à-dire une entreprise qui, peut-être le prochain modèle de réussite de l'entreprise, c'est une entreprise qui sait intégrer les visées, les objectifs de la RSE de manière plus native dans sa stratégie. Parce que ce qu'on voit, c'est que la RSE n'a pas ramené de la sérénité qu'on attend et le niveau de confiance qu'on attend autour du capitalisme tel qu'il est pratiqué jusqu'à maintenant, depuis les années 70 en tout cas. Donc la question de la concurrence, ça doit s'inscrire dans ce contexte-là. Et la question, c'est une question de dosage. Il y a deux rentes à éviter. Il faut aller vite, Paul. Là, il y a deux rentes à éviter. Voilà. La rente que décrivait Ricardo, par exemple, et Jean-Baptiste Say, c'est celle finalement des producteurs qui, en position dominante, sont capables de dicter leurs conditions au marché. Et la rente inverse, c'est celle que décrivait Marshall un siècle plus tard, c'est la rente du consommateur. Et aujourd'hui, on est un petit peu face à ça, c'est-à-dire que qui a le pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas une des parties prenantes qui est en train de le prendre? C'est les consommateurs, qui est en train de capter une part peut-être trop importante de la valeur. En fait, on est dans un marché très polarisé. Voilà. Alors allez-y, Nicolas. Allez-y, Bertrand. Oui, très court, alors on conclut parce qu'il y a des questions de la salle, je ne l'avais pas prévu. Il y a un fait très révélateur. J'ai commencé mon intervention en parlant d'un voyage de New York à l'Université de Chicago et que ce journaliste se rendait à une conférence sur le pouvoir de nuisance des monopoles à l'Université de Chicago.
vous ne percevez pas ce dont il s'agit, mais Chicago, c'est Milton Friedman, c'est Hayek, c'est Gary Becker, c'est tous les économistes libéraux enseignaient et cherchaient et produisaient et publiaient à l'Université de Chicago. Quand Chicago se demande si les monopoles, c'est pas dangereux, ça prouve que l'Amérique est en train de tourner. Allez-y alors, je sais pas, Isabelle Véran, il faut faire très court, là je ne le cache pas. Et Alors, Didier pour terminer. Juste un mot pour dire que le fait que la concentration augmente aux États-Unis, ça a un impact sur la croissance et sur les inégalités. Il y a eu des études intéressantes de Thomas Philippon là-dessus. Les Américains sont en train de se rendre compte qu'ils ont peut-être un problème. Oui. Et donc on a vu dans les tout derniers mois, les deux autorités de concurrence américaines se lancer avec beaucoup de volontarisme sur les sujets Facebook, Google, Amazon. Donc voilà, je pense que la prise de conscience, elle est là aussi. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'équité générale des conditions de concurrence. Il y a un sujet fiscal qui est majeur. Donc là, quand ces entreprises, en plus, peuvent faire de l'optimisation fiscale d'une façon telle que ça leur donne un avantage décisif sur des marchés en Europe, où il me semble que c'est un vrai sujet. Et on a commencé à le traiter, mais pas suffisamment. Donc je pense que ça fait partie des... des sujets à traiter. Voilà, donc je m'en tiens là pour ne pas être plus long. Didier, pour conclure peut-être Oui, mon voisin, et puis vraiment après on y va. Je ne conteste pas les excellentes études, les travaux menés par des professeurs d'économie que je respecte. Ce que je dis simplement, c'est ce qu'il nous faut peut-être, c'est avoir des règles du jeu qui soient équitables sur la planète. Et il ne faut pas que ce soit un affaiblissement de l'Europe, qui doit avoir son existence, qui doit pouvoir se développer face à deux blocs qui ne respectent pas nécessairement les mêmes règles du jeu que nous et qui n'ont pas les mêmes soucis, qui sont davantage axés sur l'efficacité économique que sur la défense des libertés individuelles. Ouais, je suis renchéri là-dessus en disant, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le level playing field. C'est ça la condition nécessaire à assurer. C'est vrai que lorsqu'on regarde l'Europe par rapport aux États-Unis, on voit souvent que la différence entre les règles européennes et les règles mondiales, c'est que les règles européennes, il n'y a que les Européens qui les appliquent, alors que les règles mondiales, il n'y a que les Européens qui les appliquent. Voilà. Il y aura une ou deux questions pour terminer. Je vous fais une rapide conclusion de ce qu'on a pu se dire. Premier point, n'accablons pas de manière excessive l'autorité européenne de la concurrence. Elle est avec la BCE le seul organisme politique aujourd'hui qui fonctionne en Europe, qui est redouté et qui obtient des résultats. Alors, on aime bien taper sur Margrethe Vestager quand elle refuse des fusions-acquisitions, mais on est ravi qu'elle soit là pour essayer de faire plier les GAFA, et véritablement, elle a obtenu aujourd'hui des résultats. Deuxième élément, la doctrine est sans doute à réviser, ou en tout cas à aménager. Très clairement. Et l'Inspection générale des finances a fait des propositions qui rejoignent énormément des points très concrets qu'a évoqué Isabelle de Silva. Il faut avoir un diagnostic qui soit un diagnostic qui tienne compte de la concurrence potentielle, la concurrence de demain de long terme à horizon 3, 4 ou 5 ans. Également que le dossier européen, sur le sol européen, soit regardé, mais à l'image des dossiers et des marchés similaires sur l'ensemble du monde et pas simplement au niveau des frontières de l'Europe. Il y a un quasi-sujet géographique dans la façon dont fonctionne l'autorité européenne de la concurrence. Après, quand on dit, bon, ben, vous êtes trop gros, faites des cessions, ok. On peut quelquefois imposer des remèdes un peu moins irréversibles que des pans entiers de l'activité des deux entreprises qui doivent véritablement être cédées. Il y a un sujet, et il était également évoqué sur la croissance incroyable de Facebook, ce sont toutes les killer acquisitions, c'est-à-dire ces acquisitions de petites boîtes qui sont là pour tuer les potentiels concurrents et qui sont sous le seuil du radar, et qui du coup vont passer, quoi qu'il arrive, compte tenu de ces effets de seuil, en dehors des fourches codines des autorités de concurrence. Et puis également des mesures conservatoires. C'est sympa d'aller poursuivre Google Shopping, mais si c'est pour rentrer pendant 7 ans de procédure juridique, et pendant ce temps, Google Shopping continue à fonctionner comme avant, il y a un vrai problème. Donc il faut avoir l'argument juridique pour pouvoir figer les situations lorsqu'une situation déviante a été observée. Troisième élément sur le numérique, c'est un sujet très particulier qui n'est pas comme les autres. Et là, on a véritablement un vrai sujet qui nous est posé, et qui n'est pas qu'un sujet d'autorité de la concurrence, c'est un sujet d'investissement, c'est un sujet de capacité à générer de l'effet de levier sur des capitaux privés, parce que d'un côté de l'Atlantique, on est en train de se demander si on ne va pas démanteler des entreprises, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, on rêverait de les créer. Et on est devant les GAFA face à des entreprises qui véritablement sont pour partie hors du droit, sont pour partie hors de la fiscalité, même quelquefois des équilibres démocratiques, et ça a atteint un niveau qui véritablement est à peu près insupportable. Et quand on a des entreprises qui transforment l'être humain en système d'information et qu'on n'a pas encore trouvé les moyens opérationnels pour lutter contre, il va véritablement falloir s'y atteler. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, je l'ai volontairement zappé parce qu'on
on risquait de ne pas avoir le temps, c'est qu'on a une institution qui s'appelle l'OMC. Seulement l'OMC, depuis le cycle de Doha de 2001, est totalement au point mort. Et actuellement, Donald Trump fait tout pour qu'elle ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que l'OMC, qui en théorie est là pour permettre à des États de faire baisser les tarifs douaniers, n'est plus en capacité d'assurer ces deux règles d'or qui sont: tu ne feras pas de dumping et tu ne subventionneras pas tes entreprises. C'est exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, l'OMC en panne avec son système de règlement des différends qui aujourd'hui est sur le point probablement de se retrouver amorphe à la fin de l'été si Donald Trump n'a pas fait en sorte que le quorum de juges soit respecté, eh bien l'OMC en panne signifie que d'un monde multilatéral, on passe à un monde bilatéral, et donc ça remet en cause des quantités d'éléments fondamentaux. Et enfin, cinquième point, cette concentration qui effectivement creuse les inégalités et nourrit une ultra-sensibilité à cette question des inégalités. Les inégalités, nous ne les réduirons pas intégralement. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour remettre tout le monde d'équerre, à part les violences, les épidémies, les guerres ou les délitements des États comme l'Empire romain. Donc ce genre de choses ne sont pas souhaitables. Donc il persistera des inégalités. La mondialisation a tiré de la pauvreté 2 milliards d'individus, mais elle a accentué les inégalités au sein des États. Ça, c'est absolument validé. Enfin, on ne souhaite pas des calamités pour que les inégalités disparaissent. Donc l'État peut réduire la pauvreté, aura beaucoup plus de difficultés à réduire les inégalités. La concentration des entreprises est-elle la solution? C'était la question posée. Ma réponse sera, mais elle mériterait débat et on pourrait continuer effectivement à en parler. Et vous aurez exactement 4 minutes pour poser une ou deux questions. 1 minute, non, pas tant écoulé, 56. On fabrique des monopoles, on fabrique des rentes. Le capital se concentre dans les détenteurs du capital, principalement les actionnaires. On déséquilibre le libre-échange et le commerce mondial. On incite au protectionnisme, on creuse les inégalités et on attise le rejet de la politique et des élites auprès de la population qui finit par l'exprimer dans les urnes. Voilà, véritable sujet. Est-ce que vous avez une question ou deux pour terminer? Allez-y. Question super courte, réponse super courte. Bonjour. Juste une remarque. On peut parler du contrôle des concentrations, mais il faudra également parler du contrôle des aides d'État qui sont absolument indispensables parce que, un exemple, le président Obama a sauvé l'industrie automobile américaine avec un décret pris en une nuit, alors que le sauvetage d'Alstom avec la Commission européenne a pris 8 mois. Voilà, ça c'était un grand problème à mettre en relief avec le contrôle des concentrations. Bon, c'était pas une question, une remarque. Allez-y, le voisin, allez-y. Merci pour vos témoignages. Pour la petite anecdote, j'ai étudié à HKU il y a quelques années et on trouve que la concurrence, c'est très bien. C'est pas une question là, mais non, allez-y. mais c'était une anecdote. Mais la question, c'est dire si on considère qu'il y a beaucoup de risques en fait avec les GAFA, des risques sur le libre arbitre, choisis mes yaourts, je vote pour ou contre le Brexit, question de souveraineté monétaire. Est-ce qu'il est possible en fait aujourd'hui d'avoir une extraterritorialité au niveau européen pour dire je veux couper une entreprise qui est aujourd'hui basée aux États-Unis? Ah, ça c'est une sacrée question, oui. Alors je sais pas si quelqu'un a des éléments de réponse en très peu de temps. Aujourd'hui, s'il y a un scandale comme Cambridge Analytica qui se passait en Europe, on a les moyens d'interdire, de sanctionner l'entreprise, et ce sont des entreprises qui ont des activités en Europe. Donc au moins pour la partie européenne, on a les instruments, il faut les appliquer. Il est possible aussi qu'aux États-Unis, Facebook soit condamné sévèrement pour l'affaire Cambridge Analytica. Donc ça, c'est possible, mais c'est vrai que ça demande des investigations nouvelles. Ce qui s'est passé pendant les campagnes politiques et électorales, c'est des choses d'un type nouveau qu'on n'avait jamais vu avant. Donc voilà, aller débusquer des manipulations sur les réseaux sociaux pour influencer une élection, c'est un problème très difficile, très nouveau, mais je crois que ça va être la priorité pour les prochaines élections. Merci infiniment Bertrand Jacquia, Isabelle De Silva, Paul Alibert, Didier Kling, Bernard Spitz.